L'immobilier, c'est ce que beaucoup considèrent comme le pilier d'un patrimoine solide. Un investissement concret, visible, rassurant et parfois très rentable. Mais c'est aussi un monde rempli de jargon, de règles fiscales complexes et de pièges pour les débutants. Alors dans ce premier module, on va tout poser à plat. On va comprendre pourquoi l'immobilier attire autant de monde et pourquoi il ne faut pas s'y lancer à l'aveugle. Ce que tu vas apprendre ici, c'est la logique globale de l'investissement immobilier. Tu vas découvrir les différentes stratégies possibles, les vrais leviers qu'on peut utiliser et ce qu'il faut réunir avant même de chercher un bien. Pourquoi investir dans l'immobilier aujourd'hui? Investir dans l'immobilier, ce n'est pas juste acheter un appart. C'est une stratégie à part entière. L'immobilier a 3 avantages majeurs. 1. Il prend de la valeur dans le temps, surtout dans les bonnes zones. 2. Il peut générer un revenu régulier à travers les loyers. 3. Et surtout, il permet d'utiliser l'argent de la banque pour investir grâce au crédit. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu investis une partie de ton argent et le reste est financé par la banque à condition que ton projet tienne la route. Mais soyons clairs, on ne peut pas investir sans rien du tout. Même si tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'euros de côté, il faut quand même un minimum de stabilité financière. Tu dois pouvoir montrer à la banque que tu sais gérer ton argent, que tu es solvable et que ton projet est crédible. Pas besoin d'être riche, mais tu dois inspirer confiance. L'immobilier, ce n'est pas magique. Tu as sûrement déjà vu des vidéos qui promettent de devenir rentier en quelques mois grâce à l'immobilier. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les erreurs, les mauvaises estimations, les impayés, les travaux imprévus ou les choix fiscaux qui coûtent cher sur la durée. L'immobilier est une opportunité, mais mal maîtrisé, c'est aussi un risque. Ce qu'on va faire ensemble, c'est apprendre à investir en conscience. Les différentes stratégies immobilières. Tu vas voir qu'il n'y a pas une seule manière d'investir dans l'immobilier. Il y en a plusieurs, et chacune répond à un objectif différent. Certains cherchent à générer un complément de revenus chaque mois, c'est ce qu'on appelle le cash flow. D'autres préfèrent constituer un patrimoine qu'ils garderont sur le long terme. Il y a aussi ceux qui veulent préparer leur retraite, acheter intelligemment leur résidence principale, ou encore optimiser leur fiscalité. Et selon ta situation, tu pourras t'orienter vers des petites surfaces ou des immeubles, la location vide ou meublée, la colocation, la location saisonnière ou les parkings, ou encore des montages plus complexes comme la SCI ou le LMNP. Pas besoin de tout connaître dès le début. Ce qu'on va faire ici, c'est t'aider à choisir la bonne stratégie pour toi. Ce que tu vas apprendre dans cette formation. Cette formation est conçue comme un parcours complet. Chaque module t'accompagnera pas à pas, depuis les bases jusqu'aux opérations concrètes. Tu vas apprendre à repérer les bonnes affaires sur le marché, calculer une rentabilité réelle, pas juste théorique, monter un dossier solide pour obtenir un crédit, comprendre la fiscalité immobilière et l'utiliser intelligemment, organiser tes travaux, meubler efficacement, trouver des locataires fiables, gérer ton bien au quotidien et préparer un deuxième investissement en capitalisant sur le premier. Le tout, sans jargon inutile, avec des exemples concrets et une méthode que tu pourras appliquer même si tu pars de zéro. À qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui veulent comprendre et agir, sans tomber dans les raccourcis ou les promesses irréalistes. Tu n'as pas besoin d'être expert, ni d'avoir une grosse somme de départ. Mais tu dois être prêt à apprendre sérieusement, à préparer ton projet et à agir avec méthode. Que tu sois salarié, étudiant, indépendant ou en reconversion, l'immobilier peut être un outil puissant. Et cette formation est là pour t'apprendre à t'en servir. Dans le prochain module, on va poser les bases techniques. On verra comment fonctionne le marché immobilier, quels sont les types de biens les plus adaptés à l'investissement, et surtout, comment reconnaître une bonne affaire grâce à des indicateurs simples mais efficaces. Tu vas passer du flou à la clarté, étape par étape. On se retrouve tout de suite dans le module suivant. Avant de parler fiscalité, stratégie ou gestion locative, il faut comprendre les fondations. Ce module est là pour t'expliquer comment fonctionne vraiment l'investissement immobilier et comment reconnaître une bonne affaire avant même de visiter un bien. On va parler de comment fonctionne le marché immobilier, quels sont les types de biens adaptés à l'investissement et surtout, comment calculer une rentabilité réelle sans te faire piéger par des chiffres trompeurs. Comment fonctionne le marché immobilier? Le marché immobilier français repose sur une logique assez simple. Plus la demande est forte dans une zone,
plus les prix montent. Et plus les loyers suivent, du moins en théorie. Mais il faut savoir que le marché immobilier est lent. Les prix ne bougent pas tous les mois comme en bourse, mais quand ils montent ou descendent, ils le font sur la durée, et parfois fortement. C'est pour ça qu'il faut toujours investir en gardant une vision long terme. Tu n'achètes pas pour revendre dans 6 mois. Tu achètes pour 10, 15, voire 20 ans. Et ce qu'il faut surtout regarder, ce n'est pas le passé, mais les perspectives. Est-ce que la zone est dynamique? Est-ce qu'il y a des projets d'aménagement, des entreprises, des étudiants? Est-ce que la demande locative est forte? L'objectif, ce n'est pas d'acheter n'importe quoi ou à bas prix. C'est d'acheter là où la demande est stable ou en croissance, même si le prix est un peu plus élevé. Quels types de biens sont intéressants pour investir? Il existe plein de types de biens différents. Voici les plus courants en investissement locatif. Studio ou T2 dans une grande ville, bien pour les étudiants ou jeunes actifs, bonne demande, mais souvent cher à l'achat. Petite maison dans une ville moyenne, plus abordable, bon cash flow possible, mais attention à la vacance locative. Immeuble de rapport, plusieurs logements dans un seul bâtiment, idéal pour optimiser la rentabilité, mais demande plus de gestion. Parking, box, garage moins de gestion, pas de travaux, mais rentabilité limitée. Colocation ou location saisonnière forte rentabilité, mais plus de turnover et de régulation à respecter. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais bien. C'est une question de cohérence avec ta stratégie, ton temps disponible et ta capacité à gérer. Comprendre la rentabilité d'un bien. Il y a 3 niveaux de rentabilité. Et il faut connaître les 3, pas juste celui qu'on te montre dans les annonces. 1. Le rendement brut. C'est le plus simple. Loyer annuel divisé par le prix d'achat multiplié par 100. Mais il ne tient pas compte des charges, des frais, ni des impôts. 2. Le rendement net. On enlève les charges de copropriété, les frais de gestion, la taxe foncière. C'est déjà plus réaliste. 3. Le rendement net d'impôt. C'est le plus proche de la réalité, il tient compte de ta fiscalité réelle, selon ton régime. Et c'est celui-là qui compte vraiment. Si tu regardes uniquement le brut, tu risques de te faire avoir. Un bien avec 10% brut peut être moins rentable qu'un autre à 6%, une fois la fiscalité et les charges prises en compte. Les erreurs de débutants à éviter. Voici 3 pièges classiques qu'on va t'aider à éviter. Confondre prix bas et bonne affaire. Si personne ne veut louer dans le quartier, ce n'est pas un bon investissement, même à moins 30%. Croire que tout se passe comme prévu, un mois de vacances locatives ou un locataire qui part trop vite peut faire chuter ta rentabilité. Sous-estimer les frais cachés, travaux, notaires, ameublement, diagnostic, tout doit être anticipé dans ton calcul. Conclusion. Ce qu'il faut retenir de ce module, c'est que l'investissement immobilier rentable commence avant l'achat. Tu dois comprendre le marché, connaître les types de biens adaptés et savoir analyser un projet avec méthode. Dans le prochain module, on va s'attaquer à un point central. Le financement. Comment fonctionne un crédit immobilier, comment préparer ton dossier, et surtout, comment négocier intelligemment avec la banque. On se retrouve tout de suite dans le module suivant. Le financement, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui te permet d'acheter un bien immobilier sans avoir à avancer toute la somme. Mais c'est aussi ce qui va déterminer ta rentabilité réelle, ton cash flow mensuel, et même ta capacité à réinvestir plus tard. Dans ce module, on va voir ensemble comment fonctionne un crédit immobilier, comment les intérêts sont réellement calculés, comment présenter un bon dossier à la banque, et quels leviers tu peux utiliser pour optimiser ton financement. Comment fonctionne un crédit immobilier? Quand tu contractes un prêt immobilier, la banque te prête une somme que tu rembourses chaque mois. Mais ce que tu rembourses n'est pas seulement ce que tu as emprunté. Il y a aussi les intérêts. Et ces intérêts ne sont pas un simple pourcentage du prix de la maison. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Comprendre le vrai fonctionnement des intérêts. Prenons un exemple simple. Tu empruntes 200 000 € sur 20 ans à un taux d'intérêt de 3%. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire que tu vas payer 3% de 200 000 €, soit 6 000 €, et que c'est tout. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce 3%, c'est un taux annuel, appliqué chaque année sur le capital qu'il te reste à rembourser. Ça fonctionne comme ça. Au début, tu dois encore tout rembourser, donc les intérêts sont calculés sur 200 000 €. Chaque mois, une partie de ton remboursement va réduire le capital. Donc, au fur et à mesure que tu rembourses, le montant des intérêts diminue. Et c'est là que le système d'amortissement dit à la française entre en jeu.
Tes mensualités sont fixes, même montant chaque mois. Mais au début, tu rembourses surtout des intérêts. Et à la fin, tu rembourses presque uniquement du capital. Simulation rapide. Prenons notre exemple. 200 000 euros sur 20 ans à 3%. La mensualité sera d'environ 1110 euros par mois. Sur 240 mois, tu vas donc rembourser 266 400 euros au total. Ce qui veut dire que les intérêts représentent environ 66 400 euros sur toute la durée. Soit plus de 30% du montant initial emprunté, pas seulement 3%. Et ça, c'est sans compter l'assurance emprunteur, qui peut représenter 10 000 à 20 000 euros de plus selon ton profil. Préparer un bon dossier bancaire. Pour que la banque te prête dans de bonnes conditions, elle va analyser plusieurs choses. Ton revenu, la règle classique, c'est de ne pas dépasser 35% d'endettement. Ton épargne, pas pour payer, mais pour rassurer. La stabilité de ta situation, CDI, ancienneté, gestion des comptes. Le bien en lui-même, s'il est rentable et bien situé, ça rassure aussi. L'objectif, c'est de montrer à la banque que tu maîtrises ton projet et que tu n'es pas un risque. Et pour ça, il faut venir avec un budget clair, achat plus frais plus travaux, un plan de financement réaliste et si possible, une simulation locative avec rentabilité nette. Les leviers à connaître pour optimiser son crédit. Tu peux jouer sur plusieurs paramètres pour rendre ton crédit plus favorable. 1. La durée plus c'est long, plus c'est souple mais plus c'est cher en intérêt. 2. L'apport, il n'est pas toujours obligatoire, mais il peut te faire gagner en taux. 3. La négociation du taux d'assurance, souvent négligée, mais elle peut te faire économiser beaucoup. 4. Le différé de remboursement, parfois possible, pour ne pas payer tout de suite si tu fais des travaux. Le but, ce n'est pas juste de prendre un crédit, mais de construire une stratégie de financement adaptée à ton projet. Conclusion. Tu sais maintenant que le crédit immobilier, c'est un outil très puissant, mais qu'il faut comprendre en détail pour éviter les mauvaises surprises. Ce que tu dois retenir. Les intérêts ne sont pas une taxe unique, ils s'appliquent chaque année sur le capital restant dû. Sur 20 ou 25 ans, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Ton dossier bancaire, c'est ta vitrine, il doit être clair, logique, rassurant. Si tu veux avoir une idée précise du coût total de ton crédit ou du montant des intérêts à payer, je t'invite à utiliser un simulateur en ligne. Il en existe des dizaines, gratuits, accessibles à tous et très faciles à prendre en main. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans le prochain module pour parler fiscalité. Dans le prochain module, on va s'attaquer à un point sensible, la fiscalité immobilière. Tu vas découvrir les différents régimes fiscaux, leurs avantages, leurs pièges et comment choisir celui qui maximise ta rentabilité. On se retrouve tout de suite. Tu sais, l'un des aspects les plus sous-estimés de l'investissement immobilier, c'est la fiscalité. Et pourtant, c'est l'un des plus puissants. Parce que la vérité, c'est que deux personnes peuvent acheter exactement le même bien, au même prix, au même endroit, avec le même loyer et avoir des résultats totalement opposés à la fin de l'année. L'un peut perdre de l'argent, pendant que l'autre construit discrètement un patrimoine qui grossit d'année en année, sans bruit. Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas le bien en lui-même, c'est la façon dont il est structuré fiscalement. La plupart des gens, quand ils se lancent, achètent en leur nom propre. C'est normal, c'est ce qu'on te propose par défaut chez le notaire. C'est simple, accessible, rapide à mettre en place. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en faisant ce choix, tu te retrouves dans un système d'imposition qui est conçu pour te prélever une partie importante de tes revenus locatifs, voire de tes plus-values, et qui te limite sur la durée. En tant que particulier, quand tu loues un bien, tu es imposé soit dans la catégorie des revenus fonciers si c'est de la location nue, soit dans la catégorie BIC si tu loues en meublé. Et même si tu peux choisir entre un régime forfaitaire ou un régime réel, l'impôt est toujours calculé sur ton revenu net auquel s'ajoutent les fameux prélèvements sociaux. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que plus ton projet fonctionne, plus tu gagnes d'argent et plus tu es lourdement imposé. C'est ce qu'on appelle une fiscalité linéaire, tu gagnes, tu paies. Mais pendant ce temps-là, les investisseurs aguerris font autre chose. Ils ne montent pas un projet pour qu'il tienne un an ou deux, ils montent une stratégie. Et leur stratégie passe presque toujours par une structure, une entreprise. Parce qu'investir en société, ce n'est pas juste une question d'image ou de statut. C'est une manière de changer complètement la manière dont tu es imposé. Une entreprise peut déduire ses charges. Elle peut amortir un bien immobilier. Elle est imposée sur le bénéfice net et non pas sur le revenu brut.
Et surtout, elle peut conserver sa trésorerie pour la réinvestir sans passer par la case impôt sur le revenu. Quand tu investis en nom propre, tout ce que tu gagnes ou presque remonte à ton foyer fiscal. Tu paies l'impôt, tu paies les prélèvements sociaux, et si tu veux réinvestir, tu recommences depuis zéro. Mais quand tu investis via une société soumise à l'impôt sur les sociétés, tu peux conserver ton excédent à l'intérieur de la structure. Tu es imposé à un taux fixe, souvent à 15% sur les premiers bénéfices, puis à 25%, ce qui est très inférieur aux tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Et tant que tu ne sors pas l'argent, tu peux l'utiliser pour agrandir ton parc, faire des travaux, acheter un nouveau bien, ou même te rémunérer sous forme d'honoraires, de frais de gestion ou de dividendes à un moment plus opportun. C'est comme ça que font les plus riches. Pas uniquement parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'ils comprennent les règles du jeu. Ce qu'ils achètent, ce ne sont pas juste des appartements. Ce sont des véhicules fiscaux intelligents, structurés pour protéger leur capital, générer des revenus imposés de manière optimale et créer de la valeur sur le long terme. Ce n'est pas un hasard si ceux qui ont de gros patrimoines immobiliers utilisent quasiment tous des SCI, des SARL de famille ou des holdings. Ce sont des outils. Et ces outils te permettent non seulement de réduire tes impôts, mais aussi de transmettre, de structurer, de faire travailler ton argent à l'intérieur du système, sans le sortir inutilement. Alors bien sûr, ça demande un peu plus de réflexion. Tu ne peux pas te lancer comme ça, à l'instinct. Tu dois choisir le bon régime, comprendre si tu veux opter pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés. Tu dois savoir si tu veux pouvoir amortir le bien ou si tu préfères bénéficier d'abattements simplifiés. Tu dois aussi anticiper la revente, car en société à l'IS, les plus-values sont calculées différemment. Tu n'as pas droit aux mêmes exonérations. Et c'est là que tout ton plan patrimonial prend forme. Est-ce que tu veux revendre dans 5 ans? Ou est-ce que tu veux conserver, refinancer, développer ton parc sur 20 ans? C'est à partir de cette vision long terme que tu choisis la structure, pas l'inverse. Et au fond, c'est ça que tu dois retenir, la fiscalité ne doit jamais être une contrainte. Elle doit devenir une composante intégrée de ta stratégie. Un levier. Parce qu'au final, ce n'est pas le bien qui fait la richesse. C'est la manière dont tu le finances, dont tu le gères, et surtout, dont tu l'organises fiscalement. Si tu comprends ça, alors tu peux accéder à ce que seuls les investisseurs avancés comprennent, que l'immobilier, ce n'est pas juste une rente, c'est un système. Un système qui, s'il est bien construit, peut t'enrichir bien plus vite que tu ne le crois. Dans le prochain module, on parlera de stratégie. Parce qu'un bon montage fiscal, ça ne sert à rien si ta stratégie de location n'est pas claire. On verra comment choisir entre location nue, meublée, colocation, saisonnière ou même courte durée professionnelle. Et surtout, on apprendra à bâtir un projet cohérent qui relie fiscalité, rentabilité, temps disponible et objectifs personnels. Parce qu'investir, ce n'est pas copier les autres. C'est construire ta propre trajectoire. Si tu veux que ton investissement fonctionne vraiment, tu dois d'abord comprendre une chose simple: tu ne peux pas copier la stratégie de quelqu'un d'autre. Ce qui a marché pour lui ne marchera pas forcément pour toi. Parce que chaque stratégie dépend d'un seul facteur fondamental. Toi, ton profil, ton revenu, ton temps disponible, ton appétence au risque, ton objectif à court ou long terme, tout ça détermine la méthode que tu dois suivre. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas choisir un bien et signer un crédit. C'est poser une structure, un fil conducteur, une stratégie cohérente. Et pour ça, tu dois te poser les bonnes questions dès le départ. Est-ce que tu veux générer du cash immédiatement? Ou est-ce que tu préfères construire un patrimoine qui prend de la valeur avec le temps? Est-ce que tu veux t'en occuper toi-même? Ou tu veux déléguer entièrement la gestion? Est-ce que tu veux pouvoir réinvestir rapidement? Ou tu préfères faire un seul gros projet sur plusieurs années? Est-ce que tu veux vivre de l'immobilier? Ou simplement sécuriser ton avenir? Toutes ces questions ont des réponses différentes, et chaque réponse t'oriente vers un type de bien, un mode de location, une fiscalité spécifique. Prenons un exemple simple. Si tu veux du cash flow, un revenu mensuel qui dépasse tes charges et ton crédit, tu vas plutôt te tourner vers de la location meublée, voire de la colocation, ou même de la courte durée si tu es prêt à y consacrer du temps. Ces stratégies permettent des loyers plus élevés, donc une marge de manœuvre plus grande. Mais elles impliquent aussi plus de gestion, plus de turnover et parfois plus d'instabilité. À l'inverse, si tu veux un projet plus passif, plus long terme, tu vas peut-être privilégier une location nue, plus stable, avec moins de gestion, mais aussi une rentabilité immédiate souvent plus faible.
Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut juste dire que les deux répondent à des objectifs différents. Il faut aussi que tu prennes en compte ton rapport au temps. Est-ce que tu veux investir dans une ville que tu connais, proche de chez toi, où tu peux aller sur place en cas de besoin? Ou est-ce que tu es prêt à déléguer à une agence dans une autre région, voire à l'autre bout du pays, si la rentabilité y est meilleure? Là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a une cohérence à respecter. Si tu es salarié à plein temps, que tu as peu de temps libre, et que tu vis dans une grande ville où les prix sont très élevés, alors tu ne peux pas te permettre un investissement qui demande une gestion quotidienne. Tu dois trouver une stratégie adaptée à ta réalité. Et bien sûr, il y a la question de la fiscalité. Si tu veux vivre des loyers maintenant, tu dois anticiper les impôts que tu vas payer chaque année. Et dans ce cas, tu auras intérêt à optimiser ton montage fiscal, peut-être à opter pour du meublé réel ou à passer par une structure à l'IS. À l'inverse, si ton but est de réinvestir, de grossir ton patrimoine sans sortir les revenus tout de suite, alors la société devient un outil très puissant. Elle te permet d'accumuler de la trésorerie, de réinvestir sans fiscalité personnelle et de bâtir une vraie mécanique de croissance. C'est exactement comme ça que les plus gros investisseurs raisonnent. Ils ne pensent pas en termes de biens, mais en termes de stratégie globale. Pour eux, chaque bien est une pièce dans un puzzle plus grand, un élément de leur plan de développement, un levier vers le suivant. Et ce plan, il est défini bien avant d'acheter quoi que ce soit. Et toi, tu dois faire pareil. Tu dois poser ta feuille de route. Tu dois savoir si tu cherches la rentabilité maximale ou la tranquillité. Si tu veux de la trésorerie maintenant ou du capital dans 15 ans. Si tu veux déléguer ou rester aux commandes. Et une fois que tu as cette vision claire, chaque décision devient plus simple. Le type de bien, le lieu, le type de location, la durée du crédit, le régime fiscal, la structure juridique. Tout découle de ta stratégie. Ce que tu dois éviter à tout prix, c'est d'acheter un bien parce qu'il n'est pas cher ou parce qu'il a l'air sympa. L'immobilier n'est pas un jeu de hasard. C'est un système. Et dans ce système, chaque choix te rapproche ou t'éloigne de ton objectif. Alors si tu veux vraiment réussir, prends le temps de construire cette stratégie. Pose-toi. Réfléchis à ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres veulent à ta place. Et ensuite, construis ton projet en cohérence avec ta réalité. Dans le prochain module, on va passer au concret. Je vais te montrer étape par étape comment se déroule une opération immobilière. Depuis la recherche du bien jusqu'à la signature chez le notaire, en passant par la négociation, le compromis, les diagnostics et tous les pièges à éviter. C'est là que tu vas pouvoir appliquer ta stratégie sur le terrain et voir si elle tient la route. On se retrouve juste après. Maintenant que tu as une stratégie claire, que tu connais ton objectif, ton budget et ta fiscalité cible, il est temps de passer à l'action. Et cette action, elle commence par la première vraie étape de terrain, l'opération immobilière. C'est-à-dire tout ce qui se passe entre le moment où tu commences à chercher un bien et celui où tu en deviens officiellement propriétaire. Et crois-moi, cette phase est souvent bien plus longue, plus subtile et plus piégeuse qu'on l'imagine. Mais c'est aussi là que se joue l'essentiel de ta rentabilité. Parce que si tu rates ton achat, rien ne pourra vraiment corriger ça par la suite. Tout commence par la recherche du bien. Tu peux chercher sur les sites classiques comme Le Bon Coin, Se Loger ou Bien Ici. Mais ce que tu dois chercher, ce n'est pas juste un bien joli ou bien placé. Ce que tu cherches, c'est une opportunité. Et une opportunité, ça se reconnaît avec des chiffres, pas avec des photos. Tu regardes le prix au mètre carré dans le quartier, tu compares avec le loyer potentiel, tu calcules la rentabilité brute. Et si ça commence à devenir intéressant, tu creuses. Tu appelles, tu demandes des précisions, tu visites. Et c'est là que tu dois être hyper rigoureux. Prends des notes, prends des mesures, pose des questions. Est-ce qu'il y a une copropriété? Des travaux à venir? Un syndic bénévole ou professionnel? Quelle est la taxe foncière? Y a-t-il déjà un locataire en place? Chaque détail compte. Quand tu trouves un bien qui colle à ta stratégie, tu fais une offre d'achat écrite. C'est une proposition officielle, à un prix que tu choisis, souvent inférieur au prix affiché. Cette offre, elle n'engage que toi, tant qu'elle n'est pas acceptée. Mais dès qu'elle l'est, tu entres dans la phase suivante, le compromis de vente. Ce document est capital. Il engage le vendeur, et toi aussi. Il fixe le prix définitif, les conditions suspensives, les délais. Tu dois absolument le lire en détail. Tu peux le signer chez un notaire ou entre particuliers, mais dans tous les cas, fais-toi accompagner si tu as un doute. C'est là que les erreurs coûtent le plus cher. Entre le compromis et l'acte définitif,
Il se passe en général entre 2 et 3 mois. Ce délai sert à deux choses: d'un côté, à finaliser ton financement, et de l'autre, à réaliser les vérifications juridiques et techniques. Tu vas recevoir des diagnostics obligatoires: amiante, plomb, performance énergétique, électricité, gaz, etc. Regarde-les attentivement. Certains peuvent révéler des travaux lourds ou impacter la mise en location. Parallèlement, tu vas déposer ton dossier de prêt à la banque ou passer par un courtier. Tu devras fournir ton compromis, tes relevés de compte, ta fiche de paie, ton avis d'imposition, bref, tout ce qui permet à la banque d'évaluer ta solvabilité. Si tout est bon, tu recevras une offre de prêt que tu dois signer après un délai légal de réflexion de 10 jours. Puis vient enfin le jour de la signature définitive, chez le notaire. C'est là que tout se conclut. Tu signes l'acte de vente, tu verses les frais de notaire, et tu deviens officiellement propriétaire. Tu reçois les clés. Et à ce moment-là, ton opération immobilière est bouclée, mais ton aventure, elle, ne fait que commencer. Parce que ce qui vient ensuite, c'est tout aussi important: travaux, ameublement, mise en location, gestion des loyers, et c'est ce qu'on va aborder dans le prochain module. Mais retiens bien une chose: la phase d'achat est le cœur de ton projet. C'est là que tu gagnes ou perds ta rentabilité. C'est là que tu dois être froid, méthodique, structuré. L'émotion n'a pas sa place ici. Tu n'achètes pas ta résidence principale, tu construis un actif. Et un actif, ça se choisit avec la tête, pas avec le cœur. Dans le prochain module, on va voir ensemble comment gérer la phase travaux, ameublement et mise en location pour transformer ton bien en un vrai outil rentable, fiable et professionnel. À tout de suite. Une fois que tu as signé ton acte de vente, que tu es officiellement propriétaire, la vraie transformation commence. Et cette transformation passe souvent par des travaux. Beaucoup de gens redoutent cette étape parce qu'elle est perçue comme complexe, coûteuse, risquée. Pourtant, elle peut devenir ton meilleur levier de création de valeur. Parce que faire des travaux, ce n'est pas seulement embellir un bien. C'est augmenter sa valeur, augmenter son loyer et réduire tes impôts. Tu dois comprendre une chose fondamentale: en immobilier, les travaux sont déductibles de tes revenus locatifs si tu es dans le bon régime. Et cette déduction peut te permettre de neutraliser entièrement ton imposition pendant plusieurs années. On parle ici de régime réel, que ce soit en location nue ou meublée, ou bien via une société à l'IS. Dans ces régimes, tu déclares ce que tu gagnes, mais tu peux aussi déduire tout ce que tu dépenses pour ton activité locative. Et les travaux en font partie. Attention toutefois, tous les travaux ne sont pas déductibles de la même manière. En nom propre, si tu loues en vide au régime réel, seuls les travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration sont déductibles. Si tu refais une salle de bain, si tu changes les fenêtres, si tu répares une toiture ou si tu remplaces une chaudière, tout ça est déductible. Mais si tu transformes un garage en appartement ou que tu crées une extension, alors ce sont des travaux de construction ou d'agrandissement, et ceux-là ne sont pas déductibles. Ils s'ajoutent au prix d'achat pour le calcul de la plus-value mais ne viennent pas réduire ton impôt annuel. En location meublée, surtout si tu es en LMNP ou LMP au régime réel, tu peux non seulement déduire les charges, mais aussi amortir le bien et les travaux sur plusieurs années. Et ça, c'est extrêmement puissant. L'amortissement, c'est un mécanisme comptable qui te permet de considérer que ton bien s'use dans le temps et que cette usure crée une charge déductible, même si tu n'as pas sorti d'argent. En clair, tu peux encaisser des loyers sans payer d'impôts parce que ton résultat fiscal est nul ou négatif grâce aux amortissements. C'est pour ça que la location meublée au réel est souvent le choix privilégié des investisseurs qui veulent optimiser leur fiscalité sans passer en société. Maintenant, si tu choisis de faire tes investissements via une SCI à l'IS, une SARL de famille ou une société commerciale, alors tu entres dans un autre monde. Là, tu peux déduire presque toutes les charges liées à ton activité, y compris les frais de gestion, les frais de comptabilité et bien sûr, tous les travaux qui concernent l'entretien ou la mise en conformité du bien. Et en plus de ça, tu peux amortir à la fois le bien, les équipements et certains éléments de travaux selon leur nature. Résultat, ta société peut dégager du bénéfice comptable tout en affichant un résultat fiscal très faible. Et c'est exactement ce que font les investisseurs les plus aguerris. Ils achètent un bien ancien, ils font des travaux lourds, ils augmentent la valeur, ils augmentent les loyers, ils déduisent tout et ils repartent ensuite sur un nouveau projet avec la trésorerie générée. C'est un cercle vertueux. Mais pour que tout ça fonctionne, il faut que tu sois organisé. Tu dois garder toutes les factures, tous les devis, tous les justificatifs. Pas de paiement en liquide, pas de travail non déclaré.
Tu dois pouvoir justifier chaque euro dépensé. Et idéalement, tu fais les travaux avant la mise en location, car une fois que le bien est loué, certaines dépenses ne sont plus déductibles. Par exemple, si tu changes la cuisine ou refais une salle de bain pendant que le locataire est en place, tu risques de ne pas pouvoir déduire la totalité des frais. Alors anticipe. Prépare ton budget, séquence tes travaux et optimise la phase avant mise en location. Une fois les travaux terminés, tu passes à l'étape de l'ameublement si tu loues en meublé. Et là encore, tout ce que tu achètes est déductible: lit, matelas, table, chaises, électroménager, luminaires, décoration à condition que ce soit cohérent avec l'activité locative. Et tu dois respecter la liste des meubles obligatoires en location meublée, sinon tu risques une requalification. Cette liste comprend, entre autres, un lit avec literie, une table et des sièges, des rangements, des plaques de cuisson, un réfrigérateur, un four au micro-ondes et un minimum de vaisselle. Une fois tout en place, tu peux prendre les photos, créer ton annonce, publier sur les plateformes ou passer par une agence pour déléguer. La dernière étape, c'est la mise en location. Et là aussi, tu peux faire les choses intelligemment. Tu choisis ton locataire avec soin, tu fais un dossier complet, tu sécurises ton bail, tu fais un état des lieux précis et tu prépares les documents de gestion, quittance, assurance, dépôt de garantie. Tu peux tout gérer toi-même ou passer par une agence qui prendra entre 5 et 10% de tes loyers. Mais dans tous les cas, la rentabilité ne se joue pas uniquement au moment de l'achat, elle se construit aussi dans la gestion. Un bon locataire, un bon suivi, une bonne anticipation des problèmes, ça fait toute la différence sur le long terme. Alors retiens bien, les travaux sont bien plus qu'un coût. Ce sont un levier de création de valeur, un outil de défiscalisation et un moyen de professionnaliser ton activité. Ne les subis pas, utilise-les intelligemment et ils te permettront de passer au niveau supérieur. Dans le prochain module, on parlera justement de cette gestion au quotidien, les loyers, les impayés, les assurances, la déclaration fiscale, la revalorisation des loyers et la préparation du prochain investissement. Parce que l'immobilier, ce n'est pas un coût ponctuel. C'est un jeu long. Et plus tu t'organises, plus tu gagnes en liberté. L'opération est bouclée. Tu as signé, tu as fait tes travaux, tu as meublé, tu as mis en location. Bravo! Tu as accompli ce que beaucoup n'osent jamais faire. Mais maintenant commence une autre phase, souvent négligée, la gestion. Parce que la rentabilité d'un bien ne se joue pas uniquement à l'achat. Elle se construit chaque mois, dans la régularité, dans l'organisation, dans les petits détails que les débutants ignorent mais que les investisseurs sérieux maîtrisent. La première chose à comprendre, c'est qu'un bien rentable peut très vite devenir une source de stress s'il est mal géré. Un locataire qui ne paie pas, des charges de copropriété qui explosent, une taxe foncière oubliée, un problème d'assurance, de déclaration fiscale ou un dégât des eaux qui dure des semaines. Tout ça, ça arrive. Mais si tu es bien préparé, ça ne t'arrêtera pas. Alors parlons d'abord de la gestion des loyers. Si tu as un seul bien, tu peux très bien t'en occuper toi-même. Tu encaisses les loyers, tu fais les quittances, tu vérifies que tout est à jour. Si le locataire est sérieux, tout se passe bien. Mais dès que tu as 2, 3, 4 biens, ou si tu ne veux pas y consacrer ton temps, tu peux déléguer à une agence de gestion. Elles prennent en général entre 5 et 10% des loyers perçus, mais elles gèrent tout: appel de loyer, relance, quittance, réparation, état des lieux, relations avec les artisans. C'est un coût, mais aussi un confort, et parfois une vraie sécurité si tu es à distance ou très occupé. Ensuite, il y a le suivi administratif. Tu dois garder une trace claire de tous les contrats, les quittances, les factures de travaux, les assurances, les charges, la taxe foncière. Et chaque année, tu dois déclarer tes revenus fonciers ou BIC selon ton régime. Si tu es en réel, tu peux faire appel à un comptable spécialisé en immobilier ou passer par un centre de gestion agréé pour bénéficier d'avantages fiscaux. Et si tu es en société, tu es dans une logique encore plus professionnelle: bilan comptable, liasse fiscale, déclaration de TVA si nécessaire. C'est plus lourd, mais aussi plus structurant. Maintenant parlons de l'optimisation continue. Parce qu'un bon investisseur ne se contente pas de percevoir ses loyers. Il cherche à améliorer sa rentabilité, à sécuriser son investissement, à préparer la suite. Et ça passe par plusieurs leviers. D'abord, tu peux réviser tes loyers chaque année en fonction de l'indice IRL. Ce n'est pas grand-chose, mais sur 10 ans, ça fait une vraie différence. Tu peux aussi réduire tes charges en renégociant ton assurance,
en optimisant la fiscalité ou en choisissant des prestataires plus compétitifs. Si tu es en copropriété, tu peux assister aux assemblées générales, comprendre les budgets, éviter les dépenses inutiles. Un autre levier puissant, c'est la revalorisation du bien. Peut-être qu'au bout de quelques années, tu peux refaire une petite rénovation, ajouter un équipement ou même changer de mode de location pour passer d'une location classique à une colocation ou à de la courte durée. Chaque changement peut apporter un gain de rentabilité à condition qu'il reste cohérent avec ta stratégie et ta disponibilité. Et enfin, il y a la préparation du prochain projet. Parce que tu vas voir, quand tu commences à percevoir tes premiers loyers, que tu vois ton bien se valoriser, que tu constates que ton crédit s'amortit tout seul, tu n'auras qu'une envie: recommencer. Et là, tout va dépendre de ta gestion globale. Si tu montres à la banque que ton premier projet est bien géré, que les loyers tombent, que tu es structuré, que ton dossier est propre, alors elle sera beaucoup plus ouverte pour t'accompagner sur un second, un troisième, un quatrième projet. L'immobilier, ce n'est pas un one-shot. C'est une progression continue, une discipline, un système. Et ce système, tu peux le faire évoluer, le rendre plus rentable, plus souple, plus puissant. Mais ça demande de l'organisation, de l'intelligence et surtout de la vision à long terme. Alors gère bien ton bien. Ne néglige pas les petits détails. Sois carré, parce que c'est là, dans la rigueur quotidienne, que tu bâtis quelque chose de solide. Quelque chose qui va te suivre pendant des années et te rapporter bien plus que tu ne l'imagines. Dans le prochain et dernier module, on parlera justement de ça, comment bâtir une stratégie patrimoniale sur le long terme. Comment enchaîner les projets, structurer ton portefeuille et passer d'un simple investisseur à un véritable bâtisseur de patrimoine. À tout de suite. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ne veux pas simplement faire un coup dans l'immobilier, tu veux construire quelque chose. Quelque chose de durable, de structuré, de cohérent. Tu veux créer un patrimoine, pas juste encaisser quelques loyers. Et c'est exactement de ça qu'on va parler maintenant, de vision, de projection, d'architecture financière. Parce que l'immobilier, ce n'est pas une action isolée, c'est un levier. Et comme tous les leviers, il peut être décuplé à condition de bien l'utiliser. Tu dois d'abord comprendre une chose simple, ce n'est pas parce que tu as acheté un bien que tu es automatiquement un investisseur. Ce qui fait de toi un investisseur, c'est ta capacité à reproduire ce que tu as fait, à enchaîner les projets, à les faire grandir, à les organiser entre eux. Un bien, c'est un point de départ, mais un patrimoine, c'est un système. Et ce système, il doit être pensé dès maintenant. Tout commence par la trésorerie. Chaque bien que tu possèdes génère un cash flow. Même s'il est modeste, même s'il est neutre, il crée une dynamique. Et cette dynamique, tu dois la capter, la centraliser, l'optimiser, l'utiliser. Il ne s'agit pas d'acheter un bien puis d'attendre de rembourser pendant 20 ans. Il s'agit de structurer ta stratégie pour que chaque projet t'ouvre une porte vers le suivant. Et pour ça, tu dois penser en cycle. Achat, valorisation, stabilisation, refinancement. Tu achètes un bien, tu fais des travaux, tu le mets en location, tu génères des loyers, tu crées de la valeur. Et au bout d'1 ou 2 ans, tu vas voir ta banque. Tu lui montres que le projet est solide, rentable, bien géré. Et tu lui demandes de refinancer une partie du capital. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est souvent envisageable si tu as bien structuré ton dossier. Et avec cette trésorerie, tu avances vers le suivant. Ensuite, il y a la structure juridique. Si tu as plusieurs biens, ou si tu comptes enchaîner les opérations, tu dois réfléchir à leur organisation. Est-ce que tu gardes tout en nom propre, ou est-ce que tu crées une SCI? Est-ce que tu montes une holding? Est-ce que tu distingues ton activité patrimoniale de ton activité commerciale? Toutes ces questions sont cruciales, parce qu'à un moment, ce que tu détiens va avoir une valeur. Et cette valeur va générer des enjeux fiscaux, successoraux, bancaires, voire sociaux. Les investisseurs les plus avancés ne pensent pas seulement en termes de biens, ils pensent en portefeuille. Ils équilibrent leurs actifs, ils diversifient leur localisation, ils ajustent leur durée de crédit, ils répartissent leurs régimes fiscaux, ils arbitrent. Parfois, ils vendent un bien pour en acheter 2 autres. Parfois, ils optimisent un bien existant plutôt que d'en racheter un nouveau. Ils gèrent leur patrimoine comme une entreprise. Et à ce niveau-là, chaque décision est stratégique. Mais attention, construire un patrimoine ne veut pas dire courir après les biens. Ce n'est pas une course au nombre, ce n'est pas un concours de rentabilité. C'est une logique de maîtrise. Mieux vaut 3 biens parfaitement gérés, bien structurés, bien financés,
Que dit bien mal suivi, mal placé ou mal amorti. Ce que tu veux, c'est de la liberté, pas une charge mentale ou financière qui te ronge au quotidien. Alors avance à ton rythme, mais avance avec méthode. Enfin, pense à la transmission. Un jour, tu ne seras plus là pour gérer ce que tu as construit. Et si tu ne prépares rien, ce sera à d'autres de le faire à ta place. Tu peux anticiper tout ça. Tu peux organiser ton patrimoine pour qu'il soit transmissible, fluide, non fiscalisé au maximum. Tu peux intégrer tes proches à ton projet, créer une SCI familiale, ou même planifier ta sortie, à quel moment tu vendras, pourquoi faire, et comment tu utiliseras cet argent. L'immobilier peut être un revenu, une sécurité ou une retraite anticipée. C'est toi qui décides. Mais pour ça, il faut une vision. Et cette vision, maintenant, tu as toutes les clés pour la construire. Alors voilà, tu as suivi un parcours complet. Tu as appris à identifier les bonnes opportunités, à structurer un financement, à comprendre la fiscalité, à choisir entre investir en nom propre ou en société, à optimiser les travaux, à gérer ton bien, à faire grandir ta stratégie. Ce que tu fais maintenant, c'est entre tes mains. Mais si tu veux aller encore plus loin, si tu veux être accompagné, poser des questions précises, clarifier une situation ou même ajuster ta stratégie, sache que tu peux me contacter directement. L'adresse est indiquée dans l'espace Gumroad réservé aux acheteurs. Je réponds personnellement à toutes les personnes qui ont suivi ce guide. Et je suis là pour t'aider à avancer. Tu ne fais pas que construire des murs, tu construis une vie. Et ce que tu poses aujourd'hui, ce sont les fondations de ta liberté de demain.